Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. La France dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde? C'est la question à laquelle les sénateurs ont essayé de répondre ce matin. Dans un rapport récent, l'agence de presse Bloomberg place la France en 8e position en tenant compte de l'espérance de vie ou encore du coût de la sécurité sociale par habitant par rapport au PIB. Dans ce contexte, à la demande du groupe des radicaux de gauche, les sénateurs ont débattu dans l'hémicycle à ce sujet en présence de la secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville. Alors un débat qui a été évidemment l'occasion d'entendre quelques cocoricots sur notre système de santé en France, mais aussi de poser les questions qui fâchent et d'évoquer les limites notamment financières de ce système. Je vous propose tout de suite de retrouver ces débats dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « La France dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde ?» C'est une demande du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Gilbert Barbier, pour le groupe RDSE. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le système de santé français est-il le meilleur du monde? Cette interrogation semblera à certains un peu provocatrice, voire indécente. Comment, en effet, oser remettre en cause cette notion ancrée dans notre histoire nationale? Cette assertion qui date du siècle des Lumières, ce siècle qui a vu la naissance de la médecine moderne, dans le tablier de Bichat, comme l'écrivait Gustave Flaubert, développé par la suite par Laennec, Bretonneau, Trousseau, Magendie, Claude Bernard, Louis Pasteur, même si celui-ci n'était pas médecin, et bien d'autres encore. Il faudrait citer tous les grands noms de la médecine française qui, depuis, ont perpétré la place de la France dans le maelstrom mondial de la médecine moderne. Être les meilleurs du monde, être champion dans quelques disciplines sportives ou autres flatte toujours notre orgueil cocardier. Mais cela n'a pas grand sens dans le domaine si particulier qui nous occupe aujourd'hui, et le pathos ne suffit plus. Pour autant, il est plus que nécessaire de s'auto-évaluer pour éventuellement se remettre en cause sans faux fuyant, et c'est là peut-être notre rôle de parlementaire. Il s'agit bien évidemment pas de faire ici le procès de qui que ce soit, d'autant que la responsabilité des uns et des autres me semble partagée dans cette évolution larvée, ce glissement insidieux, cette lente dégradation de notre système de santé que je crois percevoir. Il serait déjà pertinent de le reconnaître et d'essayer ensemble d'y porter remède, si je puis dire. Didier Sicard, dans un entretien en 1998, avait bien esquissé une réponse à cette question en séparant la médecine en tant que soin à la personne et la santé publique. Je le cite, « La médecine française est fondée sur une relation médecin-malade individuelle. C'est une médecine chère, mais c'est une médecine efficace. » Et il poursuivait, parlant de la santé publique, qu'il dissocie du soin. La France est un pays jacobin qui aime diriger du haut vers le bas, qui aime envoyer des directives aux préfets, à l'époque, aujourd'hui on dirait aux ARS. Tout est vécu comme si l'information qui remontait du bas était une information dénonciatrice, policière. Et plus loin, il ajoutait encore, la France est totalement absente dans le domaine de l'épidémiologie. Depuis, les réformes se sont succédées, le plus souvent se contredisant, pour aboutir aujourd'hui à une situation dangereuse qui est la perte de confiance et le doute de nos concitoyens dans ce qui est le bien le plus précieux de l'individu, la santé. De nombreuses études réalisées par des organismes d'horizons les plus variés aboutissent à un même constat, sous des vocables différents d'ailleurs. Le système est dans une impasse, il est à bout de souffle, il est victime d'une dégradation patente, et j'en passe. Beaucoup d'économistes se sont penchés sur les causes de cette dégradation. Il ne servirait à rien de l'ignorer, en regrettant là encore l'absence de données épidémiologiques globales.
Certes, on peut s'enorgueillir de quelques pépites de très haut niveau, de centres de recherche, de services de notoriété mondiale, de plusieurs pôles d'excellence dans les domaines les plus sophistiqués de la médecine contemporaine, par une action concertée en général entre l'INSERM et le milieu hospitalo-universitaire. Même si, là aussi, des problèmes existent, je consacrerai mon propos d'aujourd'hui à la dispense de soins. Le premier problème, bien sûr, conditionne les autres et concerne le financement de notre système. Nous sommes pourtant un des pays qui consacre une part importante de son PIB à la santé. Y aurait-il donc un mésusage de cet engagement financier? Depuis des décennies, les gouvernements successifs courent après un équilibre des comptes et essaient d'endiguer un déficit quasi constant auquel ils pallient par des mesures financières sans pour autant aboutir. Nous ne pouvons plus, année après année, alourdir cette dette transmise aux générations suivantes pour notre propre confort sanitaire. Il faut donc dépenser moins et surtout mieux ou différemment, quitte à revoir, lors d'un retour à meilleure fortune de notre économie, le mode de financement de la protection sociale en général. Les bases actuelles reposant sur l'activité sont trop restrictives. Le transfert vers un financement aux bases plus larges est entamé, il doit se poursuivre. Mais se pose alors une première interrogation qui fait immédiatement débat. La gestion paritaire est-elle encore adaptée? Mais ce n'est pas l'objet de ce propos aujourd'hui. Après la création de la sécurité sociale en 1945, les 30 Glorieuses ont permis d'assurer un financement expansionniste de la santé. Les difficultés vont commencer dans les années 80 avec la montée du chômage. En 1995, les ordonnances Juppé font entrer une régulation étatique des dépenses avec la création de l'ONDAM, qui aujourd'hui encore encadre la dépense publique de santé. Alors, depuis des années, pour limiter les dépenses, il est procédé budget après budget à des coups de rabot dans des secteurs, souvent les mêmes d'ailleurs, où certes des économies peuvent être réalisées, mais cette méthode atteint ses limites et il faut avoir le courage et la volonté politique de reprendre l'ensemble de l'organisation de la dispense de soins. Cette dispense de soins se divise traditionnellement en deux parties, l'hôpital et la médecine de ville. Abordons celui qui est considéré comme tabou, l'hôpital. Qu'en est-il? Nous constatons essentiellement un trop grand nombre d'établissements par rapport aux pays voisins. Des CHU, il y en a de très grands, très performants dans la plupart des disciplines, et d'autres qui peuvent exceller dans quelques spécialités, mais sont aussi absents dans beaucoup de domaines de la scène scientifique internationale. Aussi, pour exister ou simplement subsister, certains services hospitaliers admettent et traitent des patients porteurs d'affections souvent banales, avec à la clé un prix de journée excessif, privant ainsi les hôpitaux généraux et les établissements privés d'une activité dispensée à moindre coût. Je sais que pour assumer la charge d'enseignement qui lui est dévolue, le CHU doit rassembler toutes les pathologies, de la plus simple à la plus compliquée. Mais peut-être que des stages mieux organisés dans les établissements périphériques ou en cabinet permettraient de contourner ce problème. Il faut repenser le rôle du CHU, qui doit être un modèle d'excellence pour les spécialités les plus pointues et non un établissement de proximité. J'ajoute qu'une économie importante en résulterait. S'agissant des hôpitaux généraux, nous savons qu'ils connaîtront dans les années à venir les plus grandes difficultés, essentiellement en raison de la pénurie de médecins spécialistes de qualité intéressés par la carrière hospitalière. Depuis des années, dans certaines disciplines, les vacances de poste se multiplient. Il est alors fait appel à du personnel médical dont la compétence, ni même la validité des diplômes d'ailleurs, n'a à aucun moment été vérifiée. Il faut, coûte que coûte, pourvoir les postes pour éviter la fermeture des services. Et je ne parle pas du recours à ces vacataires qui viennent faire des remplacements à des tarifs ruineux pour les finances des établissements. Il est urgent et impératif de mettre en place des commissions de recrutement pour stopper la dégradation du niveau médical, surtout lorsqu'il faut pourvoir des chefferies de service. Les conséquences de cette situation sont évidentes.
C'est une perte de confiance de la patientèle locale, c'est une perte de crédibilité vis-à-vis des médecins généralistes du secteur. La notoriété de l'ensemble de l'établissement en pâtit et le recours à l'hôpital devient un pis-aller. Nous devons admettre que l'on ne peut pas faire tout, partout et tout bien. La notion de proximité est un mauvais argument pour maintenir ici ou là des services à faible activité, de ce fait peu attractifs pour les médecins quand on connaît les différentiels financiers qui s'offrent aux meilleurs d'entre eux. Je rappelle ici le recensement fait par le professeur Guy Valencien en 2006 sur la qualité des plateaux techniques. 130 d'entre eux avaient été jugés insuffisants, médiocres, voire dangereux. Aucune suite n'a été donnée à cette enquête. Quelle réponse sera apportée demain à l'étude toute récente de la Cour des comptes sur la sécurité dans les maternités? Faudra-t-il attendre d'autres orthèses? Certes, il ne faut pas faire d'amalgame, mais nous devons analyser plus finement les causes de ce taux de mortalité périnatale peu enviable pour notre pays. Il faut donc repenser la cartographie hospitalière en associant le réseau public et le réseau privé. Malheureusement, l'absence d'open data sur les données détenues par l'assurance maladie ne permet pas d'évaluer le différentiel de morbidité entre les établissements et les services. Ce ne sont pas les publications annuelles paraissant dans les hebdomadaires qui sont importantes pour évaluer correctement, mais l'ensemble des données détenues par l'assurance maladie que l'on ne connaît pas. Chacun le sait très bien, la principale inégalité d'accès aux soins n'est pas un problème de territoire, mais bien de la qualité de la prise en charge, qu'elle soit initiale, en urgence ou en différé. Nos concitoyens, c'est bien logique, veulent bénéficier des meilleures prises en charge, quitte à faire quelques kilomètres de plus, n'en déplaise aux élus locaux d'ailleurs. Cette réforme hospitalière devrait être d'envergure. Notre président Gérard Larcher évaluait en 2008 à près de 60 000 le nombre de lits d'hospitalisation excédentaires. Depuis, les progrès de la médecine et de la chirurgie ambulatoire permettent de confirmer ce chiffre, voire de l'amplifier. Même si quelques restructurations ont été effectuées, il reste encore beaucoup à faire. Un grand nombre de reconversions pourraient d'ailleurs encore être réalisées, même si en matière de santé, l'emploi local ne peut être une variable d'ajustement du réseau. Il est urgent de repenser la prise en charge des différentes pathologies pour une meilleure efficacité, à l'image d'un plan qui marche bien, qui est le plan cancer. Alors on assiste paradoxalement à un recours accru excessif des malades vers l'hôpital, et spécialement vers les services d'urgence. La Caisse d'assurance maladie estime ainsi que 650 000 patients en 2012, ce qui représente une dépense de 2 milliards d'euros. Il faut donc se poser la question de la permanence des soins et par voie de conséquence de la démographie médicale et des conditions d'exercice. Alors, tout un tas de problèmes se posent qu'il est difficile de développer d'une manière importante aujourd'hui, numerus clausus, féminisation, mode de vie des professionnels, contraintes d'installation géographique, concentration en maison de santé, rémunération à l'acte ou à la pathologie, statut du médecin, responsabilité pénale, principe de précaution, gratuité totale ou partielle. Autant de questions qui ne peuvent pas être traitées séparément ou partiellement. Le problème est bien global. Il s'agit aujourd'hui de faire un choix majeur de société. Le dialogue singulier médecin-malade doit-il disparaître dans une situation qui pose problème de situation qui doit être résolue par le service de santé publique. Alors, bien entendu, la pathologie aujourd'hui pose le problème de la formation des patients. Cette formation des patients porte essentiellement sur le fait que Hippocrate avait dit que l'art de guérir, c'était un art. Est-ce que c'est devenu une science? On peut légitimement s'interroger lorsque la formation initiale comporte 16 sciences fondamentales, qu'il existe actuellement 32 spécialités médicales différentes,
16 spécialités chirurgicales et encore 10 autres qualifications. Le corollaire de cette emprise des scientifiques sur la médecine est un peu de place laissée aujourd'hui dans le cursus initial à la clinique, au contact avec le malade et pas seulement avec la maladie. Je reprends encore là les paroles du professeur Sicard. La clinique, les étudiants ne l'aiment pas car elle semble archaïque et elle oblige à affronter un corps humain avec tout ce que cela peut comporter de gêne, de répulsion, de malaise. Il faut revoir la formation initiale pour que les jeunes médecins apprennent le chemin du dialogue singulier. Le mot clinique veut dire lit. Et c'est cette formation au chevet du patient qui fait cruellement défaut, même si, bien sûr, aujourd'hui, les examens complémentaires de biologie, d'imagerie ou autres sont un appoint diagnostique essentiel et incontestable, mais trop souvent inutile et coûteux. Reste aussi à introduire dans l'enseignement initial une initiation à la psychologie, tant aujourd'hui le malade veut savoir et être préparé au parcours de soins qui l'attend pour les maladies chroniques omniprésentes qui ont remplacé les pathologies aiguës, aujourd'hui plus facilement maîtrisées. Si les difficultés rencontrées peuvent être reçues rapidement par un généraliste, sont une des causes du renoncement à se soigner, se tourner vers l'hôpital, malheureusement les choses ne s'améliorent pas lorsqu'il faut recourir à un spécialiste. Certaines disciplines sont véritablement sinistrées, d'autres très menacées. Pour obtenir un rendez-vous avec un gynécologue obstétricien, un ophtalmologue, un pédiatre, un cardiologue ou bien d'autres spécialistes, il faut s'armer de patience. Les délais d'attente sont une des causes du renoncement aux soins. Que dire à cet instant de la formation médicale continue, sinon que nous sommes là aussi dans un domaine parfaitement empirique, pratiquement laissé à la conscience professionnelle de chaque médecin, de chaque professionnel de santé. Il n'est pas facile d'aborder ce problème au risque de se heurter à des égos, mais il est urgent que les intéressés se saisissent de ce problème et surtout en assurent le contrôle et l'évaluation. Ne serait-il pas du rôle du Conseil de l'ordre de prendre en charge ce problème ? Dans d'autres domaines, s'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la réforme de la biologie médicale, force est de constater que la politique restrictive en matière d'autorisation d'équipements lourds d'imagerie retarde la prise en charge et le traitement des maladies graves. Les délais d'attente de près d'1 mois dans certaines régions sont difficilement supportables par les patients. Autre domaine encore où nous sommes malheureusement sur les premières marches du podium, je fais référence à la consommation de psychotropes et d'une manière générale à la consommation de médicaments. La Commission des affaires sociales a bien voulu nous charger, Monsieur le Président, je vous en remercie, avec Yves Daudigny, d'essayer d'y voir plus clair sur cette problématique. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Mais il est bien évident que les nouvelles avancées concernant les biotechnologies, les traitements personnalisés, les molécules coûteuses, imposeront inévitablement à notre société des choix économiques. Si j'ai insisté sur les deux problèmes majeurs de notre système, il en est un autre tout aussi important. Malheureusement, nous ne sommes pas les champions et qui relève bien de la santé publique, c'est la prévention. Notre système de financement de la santé, de l'assurance maladie est assez basique. On est malade, on se fait soigner, on se fait rembourser ou pas. La question qui se pose est bien de savoir qui doit prendre en main la prévention, comment la financer et comment la pratiquer. Les pouvoirs publics, la sécurité sociale, le monde associatif, peut-être aussi les professionnels de santé, si on veut bien leur reconnaître ce rôle. Des actions et des campagnes sont bien menées, et loin de moi de les considérer comme négligeables, mais il y a encore matière à réflexion pour une plus grande efficacité. Au-delà de la prévention générale, il faut revoir la situation dans l'ensemble du système de santé, de la médecine du travail et de la médecine scolaire. Ces deux secteurs souffrent d'une certaine marginalité, alors qu'elles représentent un potentiel de prévention et de dépistage. Aussi, en inscrivant ce débat aujourd'hui, le RDSE a souhaité amorcer une réflexion de fond pour que ce système de santé, qui a été longtemps un modèle, puisse retrouver à l'aube du XXIe siècle sa grandeur au service de nos concitoyens.
Mais rien ne se fera sans l'association de tous les acteurs professionnels, institutions publiques ou privées, financeurs, patients, et où les pouvoirs publics ont bien sûr leur place. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barbier. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, merci à Monsieur Barbier et au groupe RDSE d'avoir proposé ce débat. Notre République a placé la santé et la protection sociale au rang de ses droits imprescriptibles. Le préambule de la Constitution, la Charte universelle des droits de l'homme, le programme du Conseil national de la résistance se sont fixés pour grande ambition sociale de transformer en droit quotidien ce qu'une minorité considérait et accaparait en privilège. La santé est notre bien commun, c'est pourquoi aux logiques dominantes du libéralisme à tout prix, nous opposons celles de justice sociale et de solidarité. La santé est une préoccupation majeure des citoyens pour lesquels il existe une véritable attente de bénéficier d'un système solidaire et de qualité. Notre modèle de sécurité sociale est une construction sociale historique qui répond à de véritables besoins, mais qui rencontre des difficultés structurelles auxquelles nous proposons une alternative, celle d'une protection sociale solidaire. Pour nous, et bien au-delà de notre sensibilité politique, la santé n'est pas une marchandise. Selon un sondage de l'Institut BVA de février 2014, les Français ont une opinion positive de leur système de protection sociale tel qu'il est né à la Libération. La sécurité sociale, qui prévoit depuis 1948 un financement de chacun en fonction de ses moyens et une distribution en fonction de ses besoins, ne relève pas d'une utopie dépassée. Ainsi, 64% de nos concitoyens ont jugé normal que la France consacre un tiers du revenu national au financement de la protection sociale et 9 Français sur 10 souhaitent que ce système demeure essentiellement public. Nous retiendrons également que sur 6 Français sur 10, la qualité des soins diffère selon les revenus. Il s'agit d'un constat partagé et sans cesse dénoncé par notre groupe d'une fracture sociale dans l'accès aux soins. Face au développement des inégalités d'accès aux soins et de santé, face au vieillissement de la population et au développement des maladies chroniques, face à la dégradation de la qualité des soins, à la nécessité d'adapter les prestations aux attentes nouvelles des patients, nous devons apporter une réponse globale. La dynamique de privatisation et de libéralisation de notre système de santé ne fait aucun doute pour nous. Et nous regrettons vivement qu'il n'y ait toujours pas de véritable rupture de logique malgré le changement de gouvernement. La question n'est pas tant de savoir si la France a ou non le meilleur système de santé du monde, comme le suggérait l'OCDE en 2013, mais davantage de savoir le niveau de responsabilité des lois d'austérité sur la dégradation de notre système de santé. Nous nous attarderons donc davantage sur les effets négatifs des politiques d'austérité menées successivement contre notre modèle de santé et les propositions alternatives que nous formulons pour garantir une protection sociale de haut niveau. Le système de protection sociale a résisté difficilement jusqu'à présent aux cures de réduction budgétaire imposées par les lois HPST, l'instauration de la tarification à l'activité, la réduction de l'ONDAM. Il faut casser ces logiques mortifères et abandonner à la fois la loi HPST, la tarification à l'activité, mais également augmenter l'ONDAM. Faut-il rappeler ici que la gauche rassemblée, il n'y a pas si longtemps, partageait ces convictions ? Cette politique menée depuis trop longtemps a des effets dramatiques. Alors que le nombre de passages aux urgences a progressé de 75% entre 1996 et 2011, fermetures et restructurations d'établissements hospitaliers se sont succédé, touchant gravement de nombreuses maternités qui ont été fermées au nom de la rentabilité. Ces fermetures de maternités sont allées d'ailleurs de pair avec celles de centres d'interruption volontaire de grossesse, entraînant de graves conséquences sur le choix des femmes. Les conditions de travail du personnel médical se sont inévitablement dégradées et continuent de le faire. Nous assistons à une véritable stratégie de transfert des pathologies courantes et des populations solvables sur le système de santé privé pour ne maintenir dans le secteur public que des pathologies hautement coûteuses et les populations les moins solvables. Il y a une urgence démocratique à mettre en place un système de santé solidaire alternatif. Notre système de sécurité sociale est basé, vous le savez mes chers collègues, sur une mise en commun des cotisations des assurés sociaux. Le déséquilibre financier rencontré par le régime général de la sécurité sociale s'explique principalement
par la chute historique de la masse salariale, l'importance du taux de chômage et de la précarité, ainsi que par la financiarisation de l'économie. Nous devons y ajouter le poids des exonérations et des fraudes massives de cotisations patronales. Nous proposons en alternative de renforcer notre système de sécurité sociale en assurant un financement plus juste et plus efficace. De nouvelles ressources assuraient à notre système une meilleure santé, sans jeu de mots, meilleure santé financière, en soumettant par exemple les revenus financiers des entreprises à cotisation ou en supprimant les exonérations dont elles bénéficient actuellement, sans oublier la lutte contre la fraude patronale. Et puis, je le redis ici, quand allons-nous prendre une mesure de justice inscrite dans notre loi? L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce sont 52 milliards de ressources supplémentaires pour les caisses de sécurité sociale. Lever les freins concernant l'accès aux soins passe notamment par la suppression des franchises médicales, véritable droit d'entrée dans notre système de santé. Nous portons au groupe CRC un modèle de sécurité sociale de prise en charge à 100% pour tous les assurés sociaux. Et afin d'assurer une véritable démocratie sanitaire, nous proposons de remplacer les agences régionales de santé par des conseils cantonaux de santé composés de représentants de professionnels, des élus locaux et des usagers, conseils coordonnés au niveau régional et national. Il recenserait ainsi les besoins de santé, validerait la réponse à ces besoins apportés sur le territoire concerné et contrôlerait démocratiquement la réponse. Une meilleure organisation des établissements de santé est donc nécessaire pour garantir un accès simple et rapide aux structures de soins et en finir avec les déserts médicaux. La relance de l'hôpital public est une priorité qui doit se réaliser par un investissement dans le financement et également en termes de personnel. Mais surtout, penser la santé et l'accès aux soins en termes de coopération et non pas de concurrence. L'offre de santé doit permettre la prise en charge d'un parcours de santé global et cohérent, articulant la médecine de ville à l'hôpital. Les centres de santé doivent bénéficier de moyens à la hauteur de leur mission, que sont la délivrance des soins ambulatoires, la prévention, la promotion de la santé, l'éducation thérapeutique, la pratique de l'IVG ambulatoire. Le tiers payant actuellement pratiqué par les centres de santé permet de supprimer les barrières d'accès aux soins et nécessite une prise en charge meilleure par la sécurité sociale. Le développement de la médecine de qualité ambulatoire répond à une évolution des attentes des patients et de la technologie, et les centres de santé apportent la solution de proximité, d'accessibilité et de démocratie sanitaire. Je n'ai pas temps, évidemment, de développer tout ce qu'il faut faire en termes de prévention, d'information, de dépistage et également de formation médicale, mais je voudrais dire en tout cas que pour nous, il est extrêmement important de supprimer les dépassements d'honoraires pour réduire les inégalités sociales d'accès aux soins. Enfin, la formation médicale doit être revisitée, des mesures incitatives instaurées pour les futurs professionnels de santé, comme le financement des études en échange de 5 années de travail dans le service public ou dans les zones de déserts médicaux, comme cela est le cas pour les enseignants. Pour conclure, mes chers collègues, ayant inventé et fait vivre la sécurité sociale comme système de santé, la France a un système de santé qui ne doit pas se cantonner à une médaille d'or sur le podium international, mais doit être un modèle à partager avec les autres pays. Attachés à un internationalisme progressiste, nous devons être porteurs d'exigences en termes de coopération internationale et contribuer à exporter notre système de santé. Une nouvelle politique mondiale de santé reste à inventer, basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, sur la satisfaction des besoins des populations plutôt que sur la recherche de profit pour une minorité d'actionnaires. Je vous remercie. Merci, Madame Cohen. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre excellent collègue Gilbert Barbier a posé le problème non seulement en tant qu'élu très intéressé par ces questions, mais surtout en tant que médecin. En ce qui me concerne, j'aurais plutôt une réaction de béotien où, comme tout un chacun, nous sommes des malades potentiels, donc ces problèmes peuvent nous intéresser fortement.
Il faut dire que le système de santé est très précieux aux yeux des Français parce qu'il repose sur le principe de solidarité envers les plus fragiles et qu'il garantit à chacun l'accès à des soins de qualité. Notre système de santé incarne les valeurs humanistes qui sont au cœur du pacte républicain. Selon une enquête réalisée en mai 2014 à la demande de la Fédération hospitalière de France, les Français considèrent que notre système de santé demeure un des meilleurs du monde, sinon le meilleur du monde. En revanche, ils déplorent une mauvaise répartition des médecins sur le territoire national et ils ont aussi le sentiment d'une médecine à deux vitesses. Pour 92% des personnes interrogées, les patients qui ont de l'argent ont plus de possibilités de se faire soigner et 74% pensent que les innovations et les meilleurs traitements ne sont pas proposés à tous les patients. En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, notre système de santé n'est plus égalitaire et que des millions de personnes en sont progressivement exclues. Encore beaucoup de personnes renoncent à se faire soigner pour des raisons financières, à cause notamment des dépassements d'honoraires des médecins qui affectent lourdement les salariés les plus modestes. Cela n'est pas tolérable. Nos concitoyens ont en effet le droit de recourir, quelle que soit leur situation sociale, à des soins de qualité. Je sais qu'un observatoire des dépassements d'honoraires a été mis en place et qu'un rapport a été remis il y a quelques mois permettant de faire le point de la situation. Mais les inégalités en matière de santé sont aussi territoriales et de plus en plus de nos concitoyens, notamment dans les zones rurales, sont touchés par des difficultés d'accès aux soins qui sont une réalité quotidienne. C'est la désertification médicale. Le regroupement des professionnels médicaux et paramédicaux dans des maisons de santé pluridisciplinaires constitue une réponse précieuse. La loi HST de 2009 autorisant les collectivités à prendre en charge les dossiers concernant la santé est un progrès important. Cependant, il y a un certain nombre de règles à observer. D'abord, il est judicieux que le projet immobilier soit porté par des collectivités territoriales, communautés de communes, communes, voire conseils généraux. C'est ainsi qu'on assiste au partage de l'espace des bâtiments. Et le projet de santé est porté par les médecins et les paramédicaux. C'est le partage du dossier médical, mais aussi le partage de la clientèle. Et l'offre de soins devient donc quasi permanente. Les médecins et les paramédicaux, dégagés de problèmes matériels, peuvent mettre en place une politique de prévention qui est extrêmement utile en matière de santé. Et les maisons de santé offrent un attrait pour les jeunes médecins qui répugnent de plus en plus, pour ne pas dire qu'on n'en trouve plus, qui s'installent de façon individuelle. L'installation telle qu'on l'a connue dans des années passées est à peu près terminée. Donc ces maisons de santé pluridisciplinaires constituent une réponse précieuse au problème de l'équipement médical, tant pour les médecins que pour les patients, et participent pleinement à la diversité de notre offre de soins. La médecine libérale évolue et le développement de ces structures est indispensable pour attirer les jeunes qui veulent de moins en moins, comme je l'ai dit, travailler seuls. La mutualisation des ressources médicales leur offre un certain confort de travail et leur permet surtout d'assurer un meilleur suivi des patients. Il est en revanche nécessaire que ces projets soient portés par les collectivités, je l'ai déjà dit. C'est notamment le cas d'une maison de santé que j'ai eu l'honneur d'inaugurer il y a peu de temps dans les Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire à Lourbarousse. Il faut dire aussi qu'un problème se pose, c'est que la féminisation extrêmement importante du métier de médecin a fait que ça n'est pas la qualité, peut-être d'ailleurs que les médecins actuels sont beaucoup plus performants que ne l'étaient les médecins il y a 40 ans, mais il y a une règle, c'est qu'ils passent moins de temps auprès de leurs malades. Et il est évident que le problème
qui se pose quand même, c'est que les dames, et c'est tout en leur honneur, ne peuvent pas exercer avec le même détachement que les hommes, qui peuvent consacrer à 100% leur temps à la médecine. Et ça n'est peut-être pas le cas des dames, et je dis bien que c'est en leur honneur. Mais c'est un problème à prendre en compte quand on regarde, bien entendu, la façon dont est exercée la médecine. Il faudrait envisager, d'autre part, d'autres éléments sont à prendre en compte, notamment envisager l'approbation des traitements et associer les patients au processus de décision via des outils d'évaluation au long cours qui correspondent réellement à leurs attentes au-delà des dispositifs possibles actuellement au sein des agences sanitaires. Les patients doivent pouvoir évaluer eux-mêmes, en termes d'efficacité et d'impact sur la qualité de vie, les bénéfices des traitements afin que les investissements supportés par la collectivité nationale soient pertinents pour les personnes qui vivent au quotidien avec leur maladie et leur traitement. Je souhaite également aborder la question de l'insuffisance parfois de la formation des médecins généralistes en matière de prise en charge des addictions. Ainsi, en matière de prise en charge de la dépendance, les principaux prescripteurs de traitements de substitution de médecine de ville sont pour 98% des médecins généralistes. Or, trop peu de ces médecins généralistes ont reçu au cours de leur formation un module sur les addictions leur permettant d'une part une prévention individuelle ciblée et d'autre part une prise en charge adéquate. Madame la ministre, il nous semble urgent que le prochain projet de loi de santé prévoie la création de modules de cycle universitaire d'études médicales afin que les médecins généralistes, en particulier dans les zones rurales, disposent de l'ensemble d'outils nécessaires à une prise en charge efficace et sécurisée des patients dépendants. Il va falloir en conclure. gros, et je vais terminer, la médecine qui peut être libérale dans son exercice doit être soumise à la puissance publique en matière d'organisation. Et c'est peut-être là où le bât blesse. Mais nous restons quand même optimistes parce que notre système de santé, s'il n'est pas le meilleur du monde, reste extrêmement performant. Merci, Monsieur Fortassin. La parole est à Monsieur Jean-Marie Wallerenberg pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur les maternités commandé par notre Commission des affaires sociales et dont les conclusions ne sont pas des plus optimistes. La Cour y révèle en effet qu'en 10 ans, la France est passée du 6e au 17e rang européen en termes de mortalité néonatale, et ce, alors, je le rappelle aussi, qu'elle se situe au premier rang au taux de fécondité. À la lueur de ce classement, la question de notre excellent collègue Gilbert Barbier prend toute sa dimension. Et j'en profite pour le remercier au nom de notre groupe UDI-UC de l'avoir posée. Ce que l'on observe à l'échelon des maternités se retrouve-t-il à celui de l'ensemble du système de santé? Voilà la question. Et c'est cette inquiétude qu'elle exprime, celle de voir nos performances de santé se dégrader relativement par rapport à celles des autres pays de l'OCDE. La question, telle qu'elle est posée, est révélatrice à la fois d'une inquiétude, mais aussi de l'image positive que les Français se font de leur système de santé. Une image exprimée par Jean de Kervasdoué, qui, dans son carnet de santé de la France 2012,
se féliciter d'être français après chaque séjour à l'étranger et de jouir de ce seul fait d'un système d'une telle généreuse qualité. Alors, la France a-t-elle jamais eu le meilleur système de santé au monde? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Dans l'affirmative, est-il vraiment menacé, voire déjà en déclin? Premier élément de réponse, si l'état de santé des Français continue de s'améliorer, en revanche, il progresse moins vite que dans plusieurs autres pays. Le problème, donc, viendrait moins de la dégradation de notre système que de l'amélioration des performances des autres. De fait, la France demeure bien classée sur un certain nombre d'indicateurs déterminants. Elle se classe par exemple au 9e rang des pays occidentaux pour l'espérance de vie et au 3e rang pour la mortalité par crise cardiaque et accident vasculaire. De plus, on peut noter que certaines des contre-performances françaises n'ont rien à voir avec la qualité du système de santé, puisqu'elles sont directement imputables au mode de vie. La France demeure par exemple numéro 1 pour la consommation d'alcool, et le tabagisme progresse fortement, surtout chez les femmes. Enfin, juger le système de santé français globalement, c'est faire fi des inégalités qui le traversent et qui sont tant socio-culturelles que territoriales. Mais l'exercice est tout de même incontournable. Pour l'accomplir plus avant, il convient de se mettre d'accord sur ce qui est bon pour le système de santé et ensuite trouver les données comparatives chiffrées plus précises. Et je crois qu'un système de santé peut être jugé à l'aune de 2 critères. Le premier, bien entendu, le service qu'il rend aux patients, et le second, son efficience, c'est-à-dire le rapport entre les moyens engagés et les dites performances. Quant aux données chiffrées, elles font parfois cruellement défaut, surtout pour disposer d'un benchmarking actualisé. C'est par exemple pour cela qu'il nous a fallu commander à la Cour des comptes un rapport sur les maternités. Cela dit, il semblerait bien que, tant du point de vue de la qualité médicale du service rendu que de son efficience, notre système de santé puisse bénéficier de substantielles marges d'amélioration. Ainsi, le dernier rapport du Haut Conseil de la santé publique révèle-t-il que la mortalité prématurée des hommes recensant les décès survenant avant 65 ans est élevée en France. Cet indicateur classe notre pays au 14e rang sur 26 pays de l'Union européenne. Une contre-performance qui s'explique par un autre indicateur alarmant. La France se classe défavorablement pour les cancers, en particulier chez les hommes. Et la santé au travail pose aussi problème si l'on considère le mauvais classement pour les accidents du travail. Qu'en est-il donc de l'efficience du système, autrement dit le rapport entre ses moyens et ses résultats? Ce n'est pas compliqué. La France est le pays européen où la part des dépenses de santé dans le PIB est le plus élevée. Elle représente 11,2%, près du double d'un pays comme l'Estonie, qui, il est vrai, est à l'autre extrémité du classement. Là où le bât blesse, c'est que ces moyens globaux ne se retrouvent plus là où on les attendrait une fois que l'on regarde dans le détail. Ainsi, en termes de lits d'hôpitaux disponibles par 100 000 personnes, la France se situe au 8e rang européen, au 17e rang pour ce qui est des IRM et au 20e rang pour les scanners. Et pour ce qui est du nombre de médecins en activité, elle se situe très légèrement au-dessus de la moyenne européenne, idem pour les vaccinations. En revanche, la France demeure bien le premier consommateur européen de médicaments. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a de longue date souligné que le poids du médicament dans le PIB était le plus élevé d'Europe. Le constat n'est donc pas nouveau. Le système de santé français est juste derrière celui des États-Unis et des Pays-Bas, le plus cher au monde, sans pour autant que le niveau de santé des Français soit en corrélation. Parce que santé et médecine ne sont pas synonymes, je ne vous l'apprends pas. Si les moyens alloués à la santé sont donc bien en décalage avec ces résultats, c'est parce que le système souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements, qu'a souligné tout à l'heure Gilbert Barbier.
des dysfonctionnements qui sont maintenant bien identifiés. Les réformes successives, et je pense en particulier à la création de l'ONDAM, au passage à la T2A, à la loi sur le parcours de soins, à la loi HPST, ont tâché d'y remédier. La création des ARS en particulier a constitué à mes yeux une avancée notable dans la coordination des moyens. Mais beaucoup reste à faire. C'est la raison d'être de la prochaine et tant attendue loi de santé, Madame la Ministre. Mais aura-t-elle les moyens de ses ambitions ? Sans vouloir déflorer le débat qui nous attend prochainement, je constate qu'effectivement, certains aspects du projet initial sont encourageants. C'est le cas de toutes les mesures qui entendent décloisonner le système. Ainsi, en est-il de la coordination des parcours de soins complexes, de l'instauration d'un document de liaison entre les services de soins en ville et l'hôpital, et de la relance du dossier médical personnel. Ces initiatives sont de nature notamment à réduire les actes redondants et inutiles qui représentent, je le rappelle, 28% de l'activité selon notre MEX, une vingtaine de milliards d'économies potentielles. C'est d'ailleurs exactement ce que j'avais proposé au nom de cette haute assemblée en tant que rapporteur général sur le PLFSS. En matière hospitalière, un chantier doit être ouvert d'urgence. Il concerne la carte hospitalière. Le rapport de la Cour des comptes sur les maternités, dont je faisais état au début d'intervention, le révèle. Il révèle bien que sa réforme n'est pas achevée. Il s'agit là non seulement d'une question d'efficience, mais aussi et surtout de sécurité, de qualité de service rendu, qui tire notre système de santé vers le bas. Ensuite, en matière ambulatoire, il faut engager une véritable lutte contre la désertification médicale que les mesures incitatives déjà prises n'ont pas fait reculer. Sans oublier l'accès difficile que soulignait aussi Gilbert Barbier à certains spécialistes. Enfin, je conclurai en évoquant deux sujets transverses et majeurs. Le premier, celui de la prévention. Ça fait maintenant plus de 10 ans que la France est supposée s'être dotée d'une politique de prévention digne de ce nom. Dans les faits, elle tarde pourtant à faire sentir ses effets. Alors je pose la question, aussi iconoclaste soit-elle, peut-on vraiment faire de la prévention? Je veux dire, en a-t-on vraiment les moyens ou n'est-ce qu'un vœu pieux? Il y a au moins un domaine où cela semble possible, c'est celui de la iatrogénie médicamenteuse. Ce qui m'amène au second sujet transverse que je voulais évoquer, les records que la France bat en matière d'infection iatrogène et la conséquence directe de notre culture de la consommation du médicament. Le médicament ne peut plus être considéré comme un produit de consommation courante. Cela passe par une éducation du patient et donc de la prévention et une rationalisation, voire une réduction des prescriptions. Donc, prenons ces directions, orientons-nous sur ces axes et peut-être pourrons-nous un jour, Madame la Ministre, dire de nouveau, et mon cher collègue, dire de nouveau que nous avons le meilleur système de santé au monde. Merci. Merci, Monsieur Wallerenberg. La parole est au Président Alain Milon. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, si la question que nous nous posons aujourd'hui est claire et directe, reconnaissons que la réponse à y apporter n'est pas aussi simple et facile qu'on pourrait le croire. Déjà, nous partons d'un constat indéniable. La France a eu le meilleur système de santé au monde. Qu'en est-il aujourd'hui et l'a-t-elle toujours aujourd'hui? Selon Roger Salomon, qui préside, vous le savez, le Haut Conseil de santé publique, en matière de santé, la France est aujourd'hui un pays moyen, parfois meilleur que certains, mais pas toujours. De son côté, dans son édition 2013 du Panorama de la santé, l'OCDE conclut que le système de santé en France demeure globalement performant
et efficace. Tout en ayant engagé des efforts de rationalisation, il continue d'assurer l'une des meilleures prises en charge des coûts de la santé de la population parmi les pays de l'OCDE, mais il faut noter toutefois que la pérennité du système pourrait être menacée par un renouvellement insuffisant de la population médicale. Pour répondre à la question à l'ordre du jour de notre séance, je pense que nous devons faire une analyse à la fois dans le temps et dans l'espace. La recherche de la qualité fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Pour la mesurer, des normes et des référentiels ont été instaurés. Plus aucun domaine professionnel ne semble y échapper. Mais qu'en est-il de la qualité de notre système de santé? Toutes les études concordent pour montrer que celle-ci laisse clairement à désirer. Sans aller jusqu'à dire que le choix a sciemment été fait de ne pas dépister l'erreur, il faut s'interroger sur la raison de la persistance de telles insuffisances. Le soin a toujours été en évolution constante, mais il a connu ces dernières années des changements considérables à la fois sur le plan technico-économique, spirituel et anthropologique. Les progrès techniques et organisationnels récents l'ont rendu vraiment efficace. Initialement d'essence religieuse, il ne se réfère plus aujourd'hui à aucune transcendance. La personne bénéficiaire, pour des raisons médicales ou sociales, était considérée il y a peu comme étant passive et assistée. Elle est maintenant définie par ses droits et convoquée comme acteur principal du processus de soins. L'hôpital et les établissements de santé doivent faire face aujourd'hui à de nombreuses mutations, avec des incidences incontournables sur les pratiques des professionnels. Si ce phénomène n'est pas nouveau, il s'est considérablement accéléré ces dernières années, suscitant au mieux des interrogations, au pire des inquiétudes et des blocages. Les établissements de soins ont, pendant les 30 Glorieuses, et Gilbert Barbier l'a rappelé tout à l'heure, bénéficié d'un développement continu, accentuant leur modernisation et déployant leur plateau technique sans forcément analyser et prendre en considération ce qui est souvent mis en avant par les patients, techniques de plus en plus sophistiquées et invasives, ressentis de déshumanisation, cloisonnement entre services, repli des établissements sur eux-mêmes, morcellement des tâches dues à l'hyperspécialisation. Depuis quelques années, les pays européens, pour ne prendre que l'exemple de ce qui nous est proche, se trouvent confrontés à la même problématique. Ils doivent garantir une offre de soins de qualité, adaptée aux besoins de la population et accessible à tous, et ceci dans un contexte de ressources publiques limitées. L'Europe est à la croisée des chemins, tout au moins en ce qui concerne la politique de santé. Une politique de santé fermement aux mains des gouvernements nationaux qui souhaitent qu'il en reste ainsi. Cela n'est probablement pas surprenant si l'on sait que la santé absorbe désormais plus ou moins 10% du PIB des pays les plus riches. D'ailleurs, de nombreux changements intervenus dans les systèmes de santé ces 10 dernières années se sont concentrés sur le resserrement du contrôle économique plutôt que sur la promotion d'une bonne santé. Les ministères des Finances ont une forte, oserais-je dire trop forte, influence sur la politique de la santé. Les différences d'espérance de vie en Europe montrent cependant l'étendue des enjeux politiques. Nous avons la science, nous avons le savoir pour réduire radicalement ce fossé, mais cela exige une volonté politique, l'organisation et le financement pour prendre des actions décisives. Ainsi, la philosophie du marché qui est au cœur de l'Union européenne aggrave la situation des pays les plus pauvres, au moins à court terme.
Ils perdent leurs professionnels de santé qui migrent vers les pays les plus riches pour des postes mieux payés. Les interventions en santé les plus efficientes, telles que changer de style de vie, requièrent des investissements de long terme dans d'autres secteurs économiques que ceux de la santé. L'OCDE attribue d'ailleurs la faible espérance de vie dans les pays les plus pauvres à une mortalité plus élevée due à l'appareil circulatoire ou due aux cirrhoses du foie, qui reflètent des styles de vie, d'abus de tabac et de consommation d'alcool. Il faut aussi y ajouter un taux de suicide masculin très élevé. Le dilemme politique est que les dépenses de santé ne se réduisent pas, quand bien même les investissements pour promouvoir de meilleurs modes de vie réussissent et que les citoyens vivent plus vieux. Il reste toujours d'autres années de vie en bonne santé à gagner et des progrès en qualité de vie que les citoyens en meilleure santé sont en droit d'attendre. En France, comme d'ailleurs dans de nombreux pays européens, dans le domaine de la santé, le marché opère de façon imparfaite. Il est généralement adapté pour générer de l'efficience dans les services de chirurgie programmée, mais beaucoup moins pour fournir des soins d'urgence et des soins de longue durée pour des patients chroniques. Cela risque d'être encore plus significatif quand on voit les transferts de services publics à des prestataires privés, à but lucratif ou non. Les coûts à court terme et les gains d'efficience peuvent être équilibrés ou moindres du fait des difficultés que cela génère pour les hôpitaux du secteur public qui se retrouvent dans les cas les plus complexes et les urgences. Le coût du médicament, et Jean-Marie Vanlerenberghe en a un peu parlé, reste aussi un sujet clé de discussion. Alors que la plupart des médicaments dont les dépenses de santé continuent de croître, si une réponse a été de persuader les prescripteurs de se tourner vers le générique, traditionnellement moins cher, l'industrie pharmaceutique affirme que ces coûts sont élevés du fait d'énormes investissements dus au développement. En dépit du manque d'enthousiasme pour une politique de santé radicale, il faudra bien se montrer plus offensif en matière de santé publique par la promotion de modes de vie touchant à la santé, par la prévention et par la protection de la santé des citoyens. Pour en revenir plus précisément au système de santé français et son évolution, si les Français bénéficient d'une des meilleures couvertures maladie au monde, il me semble essentiel de noter que pour rester performant, le monde du soin doit s'adapter à la nouvelle donne démographique, technique, économique et même spirituelle. Il doit se situer à l'articulation entre le privé et le public, car il touche à l'intime, mais en même temps, il est pris en charge par la société. Il concerne ainsi les pouvoirs publics, les médias, les associations et les citoyens que nous sommes tous. La qualité, Madame la Ministre, ne se décrète pas, elle se mesure, et vous le savez bien, étant médecin vous-même. Elle est par ailleurs intimement liée à l'évaluation, à toutes les évaluations, celle des outils, celle des traitements et de leur impact sur l'espérance de vie. Mais la première des évaluations porte d'abord sur les performances des individus et sur les performances des structures. C'est d'ailleurs à ce titre que la Haute Autorité de Santé avait retenu la mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles, l'EPP, comme un élément majeur de la modernisation du système de santé. Mes chers collègues, personne n'échappe au débat sur la santé. En France, la maîtrise des coûts de santé est désormais un débat récurrent. La France dépense beaucoup pour sa santé, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ces investissements, a-t-on coutume de dire. Le Haut Conseil de santé publique relativise cette position. Certes, la part du PIB allouée à la santé en France est élevée, proche toutefois de celle de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique. Mais un autre classement stigmatise moins notre pays. Nous quittons l'hémicycle du Sénat.